Salut l'équipe, bienvenue sur First Team. Tu as l'habitude, puisque tu aimes parler basket, tu aimes entendre des débats basket. Et aujourd'hui, énorme débat autour de Stephen Curry. Est-il dans le top 10? Pour parler de ça, on va prendre le temps. Top 10 all-time. Parce que dans les top 10, il est Il est régulièrement. dans le top 10, sinon pour des tirs évidemment de très loin. On va vous présenter ce parterre de stars qui nous accompagne aujourd'hui. On va commencer par Erwan, parce que vous l'avez entendu, mais bon, tu n'es pas invité, tu es chez toi Erwan, ça va? Je suis chez moi et c'est pour ça que je suis moi déjà top 10 all time. Tout à fait, top 10 Voilà. all-time de First Team. Et là, pour le coup, il n'y aura pas de débat. C'est vrai, absolument Erwan. On est ravis de t'avoir en tout cas parmi nous. C'est gentil. Avec cette gouaille. Merci pour l'invitation. À côté de toi, Théo Messer de Rivers. Ouais, Comment ça va? Très bien, ravi d'être là avec vous, avec le soleil et de pouvoir parler un petit peu de basket, même pendant l'intersaison, donc super. On t'a pendant toute l'année pour discuter de basket. On va parler du dernier MOOC qui est sorti, le numéro 10, autour des Playmakers. Donc on va prendre le temps en quelques instants. Mais avant ça, on accueille Nicolas Batum avec nous aussi. Comment ça va? Ouais, toi. Ça va super. On est ravis de t'avoir. Comme chaque été, tu viens nous voir. Avec On est grand content. plaisir, comme d'habitude. Bah ouais, et aujourd'hui, on a un bon débat. Hein. Pas mal. On est venu te Bon voir du côté de Los Angeles cette année pour parler de la saison. On va pas faire d'actu sur les Clippers. On va te laisser rentrer Il est en sympa, John Wall. Californie. Il est sympa, John Wall. Ouais, je suis insider. Ouais, d'accord. Belle équipe a priori l'année prochaine. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut aller au bout, Nico. Hein, on va arrêter. Faut aller au bout. Faut pas se blesser, il faut aller au bout. C'est le but. C'est le but. C'est le but, vous avez tout fait en tout cas pour recruter un maximum de mecs pour aller au bout. Bon, on met ces sujets de côté des Clippers, on y retournera dans la saison, mais avant ça, donc je vous disais, je voulais absolument qu'on parle du dernier MOOC, le numéro 10 déjà, Théo. Tu nous en parles un peu? Ouais, on a choisi de faire un sujet autour des playmakers. En fait, on s'est posé cette question de savoir, finalement, quand on parle souvent de QI basket, de prise de décision, etc., on s'est vraiment posé la question de savoir qui étaient les meilleurs dans ces registres-là et à quoi ça tenait. Donc, c'est assez intéressant. On a pu parler même avec des scientifiques du sport qui parlent de capacité cognitive, comment est-ce qu'on apprend à faire les bons choix, est-ce que c'est inné, est-ce que ça s'apprend. Et c'est vrai que même dans le coaching, je pense qu'on n'apprend plus le basket aujourd'hui comme nous, on a pu l'apprendre à notre époque. Une époque où finalement tu te faisais pourrir si tu faisais pas le bon choix, mais on t'avait jamais forcément appris à faire le bon choix ou expliquer ce qu'était le bon choix. Donc voilà, c'est toutes ces thématiques qu'on a voulu aborder en allant vraiment au fond des choses. Donc un numéro voilà, pour booster votre QI basket, comprendre un peu mieux comment ça se passe sur le terrain. Voilà, je pense que ce numéro-là est pas mal. Le rédac chef, c'est Nando De Colo. Ouais, voilà. C'est vrai que ça, c'est un choix qui s'est imposé un petit peu naturellement quand on cherchait un rédacteur en chef exceptionnel pour ce numéro-là. J.R. Smith, c'était pas dispo? Ouais, exactement. J.R. Smith venait de finir ses études, là, donc il était en vacances. Non, mais voilà, Nando, c'était aussi l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur lui. On en parlait un petit peu avant de commencer l'émission. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, finalement, du palmarès et de la carrière de Nando De Colo. Donc, voilà, c'était un vrai plaisir de l'avoir avec nous sur ce numéro. On peut considérer Nicolas Batum comme un playmaker? Bien sûr. Absolument, oui, Nicolas, Boris aussi, on a eu la chance d'en avoir pas mal en équipe de France et des Français qui jouent ce rôle-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que nous, tel qu'on a appris le basket à nos époques, c'était le playmaker, c'était le meneur. Et maintenant, on se rend compte que c'est plus aussi simple que ça, que Nikola Jokic a beau jouer pivot, c'est un des meilleurs playmakers qui existent, qu'un mec comme Luka Doncic est le meneur indiscutable de son équipe, même s'il n'a pas forcément le morphotype classique du meneur de jeu. Donc voilà, c'était un petit peu aborder toutes ces questions, voir aussi comment le jeu, qui est en perpétuelle évolution, est en train d'évoluer et vers quoi on va aller vers la suite. Donc c'était vraiment ça le sujet de ce numéro. Très bien. En régie, on me dit qu'il faut que tu parles très près de ton micro. Pardon. Autant Théo, mais il n'y a pas de souci. C'est l'habitude, la presse écrite, je ne suis pas habitué au micro. Si on est là tranquille, c'était très clair et passionnant, évidemment. Vous pouvez aussi retrouver notre petit article avec Erwan qu'on a écrit sur le playmaking. Je ne sais plus du tout ce qu'on a dit, mais après... C'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, mais je l'ai lu quand même. Mais je vais le relire juste après l'émission. Non, mais on disait un petit peu ce que Théo dit, c'est-à-dire que le meneur de jeu, c'est vrai qu'à l'avant, c'était lui le seul playmaker d'une équipe. C'était un peu, des fois, il montait la balle, il faisait la passe, c'était l'impression que c'était lui un peu le garant du jeu. Aujourd'hui, avec notamment LeBron James qui est arrivé en 2003, le profil du playmaker a énormément changé. Ce n'est plus que le meneur. Avant, c'était le meneur de jeu. Maintenant, tu as des pivots, tu as des postes 4. Surtout de poste 4 d'ailleurs. En tout cas, le playmaking, c'est un truc qu'on va retrouver autour de Steph Curry. Puisqu'on va essayer d'abord de rentrer dans le débat en parlant de cette saison Steph Curry, de la carrière de Steph Curry, qui évidemment n'est pas du tout terminée. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais déjà, cet été, s'est posé beaucoup de questions aux États-Unis, mais dans le monde entier. Je sais que vous aussi, avec vos potes, vous y avez beaucoup pensé. Est-ce que Steph Curry, avec ce titre et ce MVP de finale, le premier dans sa carrière, il entre dans le top 10 all-time? On va prendre le temps de le comparer aux autres, les autres candidats. Qui sort? Parce que c'est la question. S'il rentre, ça veut dire que qui sort. C'est très difficile. Je sais que vous avez chacun votre avis. Ça va être passionnant d'en parler. Nico, tu as joué contre Steph cette année. Oui. Est-ce que c'est le meilleur Steph Curry qu'on ait jamais vu de sa carrière, tout simplement?
pense que depuis 2 ans, ouais, même la saison d'avant, il termine meilleur marqueur de la NBA. Mais ils ne font pas les playoffs, mais individuellement, il a passé une certaine maturité. Je pense que s'il ne gagnait pas cette année, ça ne changeait rien. Et c'était limite la cerise sur le gâteau en fait, de sa finition, sa fin de saison. Il est tellement fort, il a cassé le record à 3 points, il est tellement en place, il est tellement sûr de ses gestes qu'on se dit merde, quand est-ce. Il était censé redescendre depuis 2 ans. Il n'a jamais été aussi haut, en fait. Et ça qui est flippant, c'est quand est-ce qu'il va commencer à redescendre, du coup. Parce que là, il est parti pour au moins 3 ans, là. Au moins 2-3 ans, je pense. On pourrait même penser que les 2 années, là, un peu compliquées de blessures, ont permis de régénérer le groupe, ça c'est sûr, mais lui-même. C'est dit, comme surtout quand il signe son extension de fou, là, 200 millions, je ne sais plus combien, là. Tout le monde dit, ouais, c'est juste un cadeau, c'est pour le récompenser. Non. Oui, mais non. Parce que, boum, bague. Donc, Ils sont revenus fort et vite, hein, Erwan, nos amis des Warriors, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Je sais qu'on en a beaucoup discuté ensemble. Est-ce que, d'après toi, c'est le meilleur Steph Curry qu'on ait jamais vu? Moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur Steph Curry qu'on ait vu, pas spécialement dans le basket, parce que il est très fort depuis maintenant le début de l'ère Warriors. Je le trouve très fort dans son basket. Moi, là où je le vois évoluer, je le trouve que c'est aujourd'hui le meilleur Steph Curry qu'on ait vu, c'est le leadership. On sait que c'est ça la bascule. c'est ça. C'est que avant, c'était strength in number, allez, on est ensemble. Après, il y a eu KD, ah ouais, mais en fait, KD... Et là, j'ai l'impression que cette année, en fait, c'est lui le numéro 1, il n'y a même pas de débat. C'était le patron Voilà. de début à la fin, il n'y a pas eu de débat, c'est ça. Exactement. Et même, souvent, on dit, dans le leader de vestiaire, c'est Draymond Green. Et mon gars, sur les playoffs, et surtout en finale, c'est pas Draymond Green, il n'est pas leader de vestiaire. Hein. Il essaie d'être leader dans sa tête, déjà, Draymond Green. C'est pas. J'ai l'impression que Steph Curry s'est occupé de tout. Klay Thompson revenait de blessure. J'ai vu, moi, un Klay Thompson qui a 60-70% malgré tout. C'est Steph Curry qui était le patron de A à Z de cette franchise-là, ce qui n'a pas été sur les 3 premiers titres des Warriors. T'es d'accord avec ça, toi aussi? Il n'y a plus de débat, c'est le meilleur Steph Curry qu'on ait jamais vu. Je pense qu'il n'y a pas débat, effectivement, et comme le disait Nicolas, déjà la saison précédente, où finalement ils vont pas au bout, bien entendu, mais il avait déjà prouvé que c'était le leader, la manière dont il a intégré tous les jeunes joueurs autour du projet des Warriors, même ses performances individuelles, on ne pensait pas forcément qu'on le retrouvait à ce niveau-là. Et finalement, on se rend compte que un joueur qui, à sa sortie de fac, on se posait tout le temps la question de savoir si avec son physique, son gabarit, il pourrait faire une carrière, ne serait-ce qu'une carrière en NBA. Au bout du compte, on se rend compte qu'à l'âge qu'il a, il est en train de prolonger un petit peu la fenêtre du prime. On pensait qu'elle était en train de se refermer. Finalement, il est en train de l'étendre, comme disait Nicolas, de plusieurs années, à voir combien de temps. Donc c'est son rayonnement, je reviens à ce que tu disais aussi, Erwan, là, c'est plus... Je pense qu'il a passé le stade de vouloir prouver à quel point il était fort individuellement. Là, c'est vraiment son rayonnement sur l'équipe, son rayonnement sur le jeu qui est de plus en plus impressionnant. Et ce qui est indiscutable maintenant, c'est que c'est vrai que l'épisode où KD a rejoint les Warriors l'avait fait reculer un petit peu dans la hiérarchie NBA. On se disait finalement, c'est pas lui le meilleur joueur de son équipe. Ouais. Maintenant, on se rend compte que Kevin Durant, tu peux construire une équipe qui gagne autour de Stephen Curry. Et ça, je pense que c'était un petit peu plus que au-delà de la cerise sur le gâteau, c'était un petit peu le point d'exclamation qui venait fermer cette question et cette parenthèse. Il y a un truc qui est intéressant, c'est par rapport à l'âge et à l'âge du prime. En général, on dit allez 27-28 jusqu'à 32-33. Il a 33 ans et il a jamais été aussi bon et physiquement et dans son jeu. J'aime bien l'idée aussi quand on va le comparer aux autres, c'est que lui, il a eu un peu ce retard à l'allumage, c'est-à-dire que ses premières années, avec les problèmes de blessures à ses chevilles, pas qu'il n'ait pas été bon, il a été très bon rapidement dans les stats, il a finalement été All-Star rapidement quand tout s'est mis en place, mais lui, sa carrière, elle n'est pas de 20 ans à 32 ans, elle va être de domination de 24-25 jusqu'à peut-être 35, 36, 37 ans. Donc c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir comparer par rapport à tous les autres, parce que le problème du top 10, c'est que tous les autres, ils ont commencé à dominer le premier jour où ils sont allés très vite, ouais. où ils sont allés en NBA. Mais bon, après chacun son petit chemin. Hors Kobe. Il a Il a fait une bonne année et demie de. C'est ça. Il était très, 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 très jeune. Il a fait au moins 2 bonnes années. Il est minime deuxième année quand il est drafté Kobe. Bravo à lui. Il était champion départemental de l'Oise. Parlons de la révolution du jeu, parce qu'il y a aussi ça. On parlait de playmaking tout à l'heure. Alors, c'est pas un meneur de jeu comme d'autres, donc qui a tout le temps la balle, qui va jouer beaucoup de pick and roll, même s'il en joue beaucoup. Lui, il a réussi à créer ce côté solaire, on aime bien parler de ça, le fait que tout le monde le regarde sans avoir la balle. Et ça, c'est un truc en fait inespéré. On l'avait peut-être jamais vu dans l'histoire du basket. Il a changé le game, mais clairement dans tous les sens. Déjà, le fait de tirer, c'est que tout le monde dit ouais, Petrovic, Reggie Miller, Ray Allen, mais c'était des
pas dire des shooters uniques. Je vais pas dire ça, mais on sait comment leur tir allait être pris. Lui, il a la panoplie complète, totale et de n'importe quelle distance. Un dribble, pas de dribble, sortie d'écran, 7 shots, je garde même pas le panier s'il faut. Bientôt, il va tirer main gauche. Donc, Kobe l'a fait. On peut voir Kobe si, l'a Larry Bird aussi, non, mais d'ailleurs, l'a fait. c'est sa panoplie en tournant à 42%. C'est ça qui est incroyable, en fait. C'est des tirs difficiles. Et il a le même pourcentage qu'un mec genre qui prend que des 7 shots wide open, quoi. Et c'est là où il est très... ce changement de jeu, parce que le monde entier, c'est pas que la Ligue, c'est que le monde entier, limite, a été changé à cause de lui, entre guillemets. Je sais plus quel journaliste disait ça, que Steph Curry, en fait, il le disait avec beaucoup d'amour, hein, mais il disait que Steph Curry a fait beaucoup de mal au basket et aux jeunes qui regardent le basket, parce que c'est vrai, et nous, quand on va jouer, des fois, quand on voit des petits autour des terrains, on voit beaucoup de jeunes qui veulent faire du Steph Curry. Mais bon, ça ne rentre pas comme Steph Curry. Donc c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, la manière dont nous, on a appris à jouer au basket, avec un basket un peu plus académique, aujourd'hui, les petits, ils ne veulent plus réciter un flex, peinard et tout. Ils veulent faire du Steph Curry. Ouais, mais faire du Steph Curry, c'est très compliqué quand même. Quand on était gamin, je me rappelle mon entraîneur qui était saoulé parce que nous, on rêvait de dunker comme Dominique Wilkins ou Jordan. On essayait de T'as jamais dunké taper comme la Dominique planche. Wilkins? Pas tout à fait. Donc, vous ne seriez pas loin de 2m50 avec des benjamins, effectivement. Mais voilà, je pense que c'est aussi l'apanage de tous ces joueurs qui font changer le jeu, qui révolutionnent le basket. C'est que ça change tellement la donne. Tout à coup, tu te retrouves à passer de vidéos de cross ou de dunk à des mecs comme Curry ou Damien Lillard qui tirent du logo. Donc forcément, ça fait rêver les jeunes. Je pense que ça va se réguler aussi. Oui. C'est aussi ce qui fait qu'il y a des joueurs comme Trae Young qui peuvent arriver aujourd'hui maintenant. C'est clairement quelqu'un qui s'est mis dans la lignée de ce que faisait Curry. Et pour revenir sur ce que disait Nicolas, ce qui est fou, c'est que pendant les dernières finales NBA, on a vu que la défense des Celtics avait éliminé une bonne partie de ses réceptions de tirs à 3 points. Il a quand même tourné à des pourcentages incroyables sur des tirs à 3 points, quasiment uniquement sorti de dribble, en sortant de pick and roll. C'est là-dessus qu'on peut pas vraiment le comparer avec les Reggie Miller, Ray Allen. Alors bien sûr, si Reggie Miller et Ray Allen avaient grandi après Stephen Curry ou à l'époque de Stephen Curry, peut-être qu'ils auraient développé eux aussi cette capacité, cette panoplie-là. En attendant, voilà, Curry, il est clairement au-dessus dans tous ces registres-là, quoi. C'est le meilleur shooter de tous les temps. Et c'est vrai que tu parlais des pourcentages lors de la finale. Il a plus de 30 points par match. Il est à 48% au tir, 43% à 3 points. On se souvient qu'il y a ce fameux match sur un volume monstrueux. On se souvient qu'il y a ce premier match de l'histoire de sa carrière où il ne marque pas de 3 points en play-off et il avait un peu abusé sur la fin. Donc je sais même pas combien il finissait, 0,8, 0,9, un truc fou comme ça. Hein. Ouais, et donc 43% en faisant un match à 0,8, 0,9. Ça n'a aucun sens. Il aurait dû être plutôt vers les 50% et ça montre. Sur 6 matchs avec un match. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais de sa technique qui était en place, c'est exactement ça. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas capable de tirer, dans le corner, de face, de loin, après dribble, etc. C'est le meilleur shooter de tous les temps et sans aucun doute. Hein, il a la panoplie totale, c'est un délire. Bon, ne pas dire jamais, je ne vais pas dire qu'on ne reverra jamais ça, parce qu'on a dit ça pour le triple-double sur une saison et l'autre il l'a fait, mais ça va être costaud de retrouver ça. Parce que lui, c'est quand même c'est un don, c'est du travail, mais c'est extraordinaire. C'est un don familial, hein. C'est familial. Tu vois, parce que parfois, frère. Tu sais, souvent on dit oui, bon, bah, c'est vrai qu'il est moins athlétique que les autres. Oui, moins que les autres. Il reste quand même athlétique. Hein. Sinon, tu vas pas finir comme ça avec des mecs de 2,15 qui vont au contre. Mais c'est vrai qu'ils ont un gène, les Curry. Dell était l'un des meilleurs shooters de son époque. Seth est l'un des meilleurs shooters actuels, sans aucun doute. Et dans la panoplie de son frère, il est pas que dans le catch and shoot. Donc c'est vrai qu'il y a un truc un peu surnaturel, j'abuse, mais en tout cas génétique, Erwan. Il y a un truc génétique, clairement, de famille chez les Curry, ça s'explique, mais des fois, comme ça se transmet. Puis je pense que quand tu grandis et que tu vois ton daron mettre des grandes filoches, il y a un truc naturel. Il y a des mecs qui voient leur daron tomber des ricards toute leur vie, eux, ils font pareil, lui, ils ont vu mettre Belle comparaison, hein. Mais par contre, Steph Curry, il a un truc, je savais qu'elle allait vous plaire, celle-là. Steph Curry, il a un truc que son père et son frère n'ont pas, et surtout je trouve que c'est en ça aussi qu'on en parle aujourd'hui pour être potentiellement un top 10 all-time, c'est que certes c'est le meilleur shooter de l'histoire, mais il fait tellement d'autres choses. Tu parlais d'aller sur les lay-ups. Je parle que quand il est doublé, et souvent quand il est doublé, la passe qui part. Et les tirs drop, à mi-distance, il rate jamais. J'ai l'impression que tous les tirs qu'il prend, et Dieu sait qu'il en prend à 3 points, il y a très peu de tirs forcés. J'ai peu de situations comme ça en tête où je le vois dribbler, aller chercher des tirs forcés. Il a cette qualité de passe aussi, cette vision, et cette alternance dans son jeu, et c'est ça qui le rend exceptionnel pour moi. Parce que on parle de Ray Allen. Ray Allen était quand même un joueur très complet avant qu'il devienne un exclusif shooter, notamment avec Miami. Mais Reggie Miller était un shooter quasi exclusif, très fort, franchise player certes,
mais shooter quasi exclusif. On n'oublie pas son Thomas N'oublie pas son Thomas face aux Nets. Les Knicks, Face aux Nets, Ouais. demain, là, Ah oui, face aux ouais, Nets. côté, ouais. Mais Steph Curry, c'est certes le meilleur shooter de l'histoire, mais ce n'est pas qu'un shooter. Et c'est ça qui est important aussi. Et dans le débat qu'on va ouvrir tout à l'heure sur est-ce qu'il rentre dans le top 10 all-time, c'est que quelque part aussi, c'est que c'est pas qu'un shooter. Il fait tellement d'autres choses très bien. Mais c'est bien Là, qu'il parle des autres. Il a su justement, parce que les shooters, ok, on l'empêche de shooter, on va le faire driver, mais il est tellement fort. Parce qu'on parle de Kyrie, mais dans un degré moindre, il est quand même pas très loin. Hein. Parce que ses finitions, quand t'as Rudy ou des mecs qui l'attendent, et le mec il fait un scoop main gauche, faut le mettre celui-là. Mais et puis ils se sont forcés. Hein. Il fait comme ça, main gauche et la cuillère, et puis c'est chaque dedans. Puis je trouve qu'il a progressé aussi là-dessus. Il s'est épaissi. Il a quand même des brandillons. Tout le monde dit, il est frêle. Ouais. Il a de la Non, force. il est in shape de fou. Mais il ça, a de c'est la sûr. Je force, pense il que est déjà, il a un de cœur fou. énorme parce qu'il a un rythme. Il fait que courir. Il s'arrête jamais. Il faut vraiment le regarder, mais sans ballon, c'est un enfer de défendre sur lui. Et au contact, il n'a pas peur d'aller sur les grands au contact, finir. Ça aussi, c'est que c'est un aspect de son jeu très important. Parmi les choses qui lui manquaient pour peut-être rentrer dans le top 10, il y avait pour moi deux trucs évidents. Évidemment, donc, le titre de MVP des finales, il coche, et l'aspect défensif. Quand tu prends le top 10, allez, top 12, parce qu'il y a 12 mecs pour 10 places, c'est tous des super défenseurs. C'est tous, alors on peut parler peut-être de Magic, on pourra en discuter, mais c'est tous des super défenseurs, il n'y a personne qui se cache, il y a toujours des mecs qui vont au mastic. Steph Curry a progressé là-dessus, sans aucun doute. Oui, il a vraiment, je pense qu'il a encore passé un cap, mais finalement, même déjà depuis ces dernières années, c'était pas un défenseur honteux. Hein. Non. Je pense que il faisait vraiment le job. C'est pas quelqu'un qui se cachait. Je veux dire, on en voit parfois des joueurs qui vraiment font pas du tout les efforts. On connaît que trop, effectivement. Effectivement. Donc déjà, je trouve qu'il s'est toujours impliqué dans le projet défensif collectif qui était mis en place. Et même individuellement, je pense qu'il était, je ne vais pas dire que c'était un stopper, mais qu'il était un peu sous-coté dans son impact défensif. Enfin, c'était mieux placé que nous pour en parler, j'imagine. Parce que quand tu joues contre les Warriors, il y a un plan pour faire payer défensivement la taille et le physique de Steph. Il y a un truc, et ils l'ont surjoué pour moi Boston, ça marchait pas, parce que nous on le fait aussi, c'est tu mets Steph dans le pick and roll, en poseur d'écran, pas sur ballon. Et ils ont envoyé Smart, c'était Marcus Smart qui posait l'écran. Et tu voyais, plus les matchs avançaient, plus ils commençaient à pousser. Tu peux regarder les vidéos, il rentrait dans la gueule. Toutes les équipes ont fait ça de façon face à lui, mais lui, il rentrait, c'est pas faire en fait. Non, vous allez pas, ça va pas marcher. T'es obligé, mais ils ont tellement surjoué ça aussi, Boston, qu'ils se sont fait un peu avoir. Mais toi, c'est ce que tu dis, il acceptait pas ça. Non, ça marchera pas votre truc. Je suis un bon défenseur, je suis pas non plus tout pourri. J'ai forcé le truc, j'ai montré. Et du coup, si ton mec fait ça, Wiggins, il va suivre derrière. Non, Wiggins va suivre derrière. Du coup, si Steph fait ça, moi, il faut que je passe de là à là. Et puis Looney, pareil, et puis tous les autres. Parce que Draymond, il est déjà là-haut. Donc Draymond, on s'en fout. Mais si Steph montre la voie, même en défense, comme ça, avec l'effort qu'il faisait, tout le monde a suivi derrière. Et puis ils ont fini comme ça, champion à la fin. Pour changer la perception aussi des Après, la défense, il y a aussi des actions d'éclat, et celle sur Ja Morant cette année dans le club, ça c'est des actions qui font changer la perception de tout le monde. Après, il choisit ses moments. Pour moi, il a progressé en défense. Tu dis que c'était un défenseur sous-côté aujourd'hui, oui, parce que plus jeune, c'était quand même, c'était pas ce qui l'intéressait beaucoup, et sans dire que c'était un trou, parce que il aime trop le basket, il est trop intelligent pour être un trou. C'était un malin, mais c'est un mec quand même. On l'a vu sur les premiers runs de playoffs avant qu'ils aillent au bout, face aux Clippers, face aux Spurs notamment. Il se faisait un peu cibler. Il était genou. Maintenant, moi, ce que je trouve qu'il a évolué, c'est devenu un bon défenseur. C'est pas un défenseur élite non plus. Par contre, c'est un défenseur juste et qui, tu l'as dit, maintenant, on l'a vu sur Diamant, il connaît les moments. Dans un match NBA, tu vas pas, c'est pas à lui de défendre 48 minutes comme un fou. Par contre, sur les fins de match, là-dessus, si t'es ciblé, tiens bon, quoi. On l'a vu face aux Celtics être par moments ciblé, notamment sur du post-up aussi. Il a un peu souffert, mais c'est pas grave. Et quand il souffre, il arrive à faire dos rond. Tu vois, il plie, mais il ne rompt pas. Il y a 5 possessions, il va pas prendre 10 points d'affilée. Il va réussir à faire une interception, à bien défendre. On a vu Steve Kerr le laisser sur le terrain, même avec des problèmes de faute, d'ailleurs. Absolument. C'est aussi cette défense des Warriors qui est affûtée comme jamais, et où finalement, si tu n'arrives pas à exploiter la faille au bon moment, derrière, les rotations se mettent très vite en place, les aides défensives aussi. Et tu parlais de perception tout à l'heure. Je pense aussi que les finales face aux Cavs, les années où clairement Ty Lue cherchait à le mettre dans les pick and roll pour l'isoler face à LeBron, ça a aussi joué, mais en même temps, qui peut tenir LeBron en isolation? On se souvient de l'image de N1 où LeBron fait ça. Exactement. En même temps, il n'y a personne qui peut défendre. Peut-être toi, Nico, mais nous, en tout cas, on ne peut pas défendre sur LeBron. Ils ne sont pas beaucoup dans l'histoire du basket. Moi,
Moi, je dis ça comme ça pour te faire plaisir, mais en vrai, je sais que tu ne peux rien faire non plus. Mets-le dans la sauce, hein, t'inquiète. Et on a LeBron qui a envie de. Dès que là, Nicolas Batum, je suis le seul à dire ça. Le grand stopper. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes Vous êtes encore. voisin, il va venir sonner chez toi. Non, mais bon. Hi Nico, can I talk to you, please? Bon, très bien. Rentrons maintenant dans le débat. On vous a choisi 12 personnes. 12 joueurs all-time qui eh bien, sont dans la discussion dans le top 10. Jusque-là, pour moi, il y avait toujours les 11 mecs qui méritaient d'y être. Et en général, on sortait Hakeem Olajuwon. Après, chacun fait comme il veut. Mais regardons donc les 12 noms présentés ensemble. Dans l'ordre, pas dans l'ordre, plutôt à gauche, les 9 joueurs qui nous paraissent y être encore aujourd'hui. Michael Jordan, LeBron James, Karim, le podium. Magic, Larry Bird, vous faites comme vous voulez pour les classer. Shaquille O'Neal, Bill Russell, Kobe, Duncan. Je sais que... C'est dans l'ordre ou... Non, c'est pas dans l'ordre. Ça a l'air d'être C'est dans pas l'ordre. dans en tout l'ordre, cas. mais certains pourraient le mettre dans l'ordre comme ça. Après, Duncan est peut-être un peu bas. Enfin bref. Certains mettaient d'ailleurs Steph eh bien, avec Kobe dans la balance. Ça vous regarde. Si vous voulez enlever Kobe, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. On vous a choisi 3 mecs du coup. Will Chamberlain et Hakeem Olajuwon. Si Steph Curry entre dans le top 10, il doit sortir Will Chamberlain. Allons voir les stats de chacun de ces mecs-là et les comparaisons des différents palmarès, parce que c'est vrai qu'avec ce 4e titre, ben, tout de suite, tu accèdes à l'excellence, hein, clairement, dans l'histoire de la NBA. Regardons ça. Les bagues NBA, donc, Steph est largement devant maintenant. Final MVP, eh bien, c'est Hakeem qui domine. Les MVP, eh bien, Steph est à 2, Wilt en a 4, Hakeem 1. Les All-NBA, eh bien, c'est là aussi où on peut discuter de la carrière de Steph parce que elle n'est pas finie, mais revient à ce il est que loin. tu disais, ou le début de sa carrière. Un peu. Tout à fait. Les All-Stars, eh bien, il se fait pour l'instant encore avoir, mais bon, dans 5 ans, ça peut changer. Et donc, les All-Defensive Teams, Oui, bon, là, sûr, pour le coup... Chamberlain ou Olajuwon, ils n'auront plus de sélection All-Star, en tout cas. non, ça, je te confirme. Mais Hakeem a l'aspect défensif qui va pour lui. Alors, Et Chamberlain aussi, peut-être, parce que je pense que les All Defensive Teams n'existaient pas forcément dans le début de la et carrière puis il y avait de Bill Chamberlain. Russell, donc il y a moyen aussi qu'il s'en fasse, tu connais, grailler quelques-unes si on parlait que de la première. Relou. Alors messieurs, j'ai envie d'avoir vos premiers avis. Est-ce que Steph est top 10, Nico? C'est pour moi pas encore, parce que c'est un peu dans le débat LeBron, MJ, pour moi c'est pareil. Il n'a pas fini de jouer, donc on sait ça peut peut-être très bien se passer, comme des choses qui peuvent le ternir aussi. Donc je trouve ça un peu tôt encore pour dans ce. LeBron est top 10, même s'il joue encore. On me dit oui, LeBron joue. LeBron, lui, il a fait des choses tellement ouf que lui, il n'y a pas débat quoi qu'il On arrive. met tous podium même. Hein. Voilà, il est podium, il est 1-2, ça dépend où tu le mets. Steph, c'est un cas différent. Pour l'instant, je le mets 11e ex aequo, moi, avec Hakeem. Pour l'instant. Je ne le mets pas encore dedans, mais oui, il est passé devant Oscar, il est passé devant Jerry West, il est devant KD, il est devant... à la limite de Olajuwon, parce que Olajuwon, c'était quand même un énorme délire. C'est pour ça qu'il est dans le top 12, hein, c'est pas mal. Donc moi, je mets 11e ex aequo aux portes du top 10. Si en 3 ans, il rajoute 1 ou 2 trucs, est-ce qu'il passe devant un mec ou Wilt ou Kobe ou des gens on dit, ou même Shaq, par exemple, on dit Shaq, il faut l'enlever même. Oui, on peut en parler. Okay. Mais il est à la limite, il est à la porte en tout cas. Nico Batum, donc, dit à la porter One. Tu dis quoi? Moi, je le mets dans le top 10. Moi, je le mets dans le top 10, mais c'est vrai que quand les mecs n'ont pas fini, c'est toujours compliqué. Mais je le mets dans le top 10 parce que il y a toujours chacun un petit peu ses critères pour mettre des gens dans ces classements-là. Ça reste un petit peu au feeling. Moi, je reste persuadé, j'aime à me dire que quand même que... Mais on peut avoir des arguments contraires, me dire « Ah oui, mais Robert Torrey », mais au bout d'un moment, le principe de ce sport, c'est d'être champion NBA. C'est de gagner. On peut me dire ce qu'on veut, MVP, les defensive teams, ce que tu veux, mettre 100 points dans un match, et tu me vois arriver. Le but ultime, c'est de gagner des titres. Et Steph Curry gagne des titres. 4. Il a été enfin MVP des finales. Il a réussi une performance all-time en finale NBA face aux Celtics. Battre les Celtics en finale, c'est toujours quelque chose. Il a fait un match fantastique au TD Garden. Pour moi, aujourd'hui, je le mets là-dedans. Après, il y a l'évolution du jeu, ce qu'il a amené, ce record de tir à 3 points, être considéré comme le meilleur shooter de l'histoire. Aujourd'hui, après on va rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, pour moi, il est devant Olajuwon. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et je le mets devant Wilt aussi.
Très bien pour Erwan. Il y a un homme qui est d'accord avec toi. Il s'appelle Shaquille O'Neal. T'en parlais tout à l'heure. Regardons ce que Shaq. Je sais pas si c'est beau. si c'est- Oh, bah, après, il a 2-3 références, le gars. Écoute, regardons ce que Shaq disait. C'est tout petit, honnêtement. Donc, soit tu me le. Moi, je peux le lire. là, Vas-y, si tu veux. alors, vas-y, Erwan. Stephen Curry est Merci. déjà dans la même catégorie que moi. C'est une légende. Il est top 10 all-time. Il y a eu tellement de grands joueurs avant moi. Il y en aura tellement après. Mais il y a des gars qui sont intouchables dans leur catégorie. Quand on parle des plus grands shooters de tous les temps, il est absolument seul. Shaquille O'Neal a bien parlé. Théo, qu'est-ce que t'en dis? Ben moi, je suis d'accord avec Shaq et avec Erwan. Ce qui plaira pas à Shaq, c'est que je pense que je mets Curry aussi devant O'Neal, sans doute. Oh, Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'au-delà de tout ce qui est effectivement les records personnels, le fait que Curry fait partie de ces joueurs qui ont révolutionné le jeu aussi, je pense que c'est un élément important, comme Wilt a pu le faire aussi à une époque. C'est que finalement, tu disais l'important, c'est de gagner des titres. Moi, ce que je retiens aussi, c'est justement cette capacité qu'il a à pouvoir s'adapter à son équipe et à tirer le meilleur de son équipe. Il n'y avait pas Kevin Durant, il gagne un titre. KD vient, il accepte de se mettre un peu en retrait, même de pas se lancer dans une guéguerre pour savoir de qui c'est l'équipe, et il gagne aussi. KD repart après quelques années de galère, finalement il arrive à retrouver avec une autre équipe à la faire gagner aussi. Et finalement c'est vrai que quand je vois notamment, je me suis beaucoup posé la question pour Wilt et O'Neal en fait, moi pour le top 10 quand j'ai su qu'on venait faire cette émission. Olajuwon, tu le mettais derrière. Olajuwon, je le mettais un peu derrière. Je le mettais un petit peu derrière, ça, même si ça reste certainement le pivot que j'ai préféré voir jouer, moi, tout à fait, t'inquiète clairement. pas. Mais c'est vrai que finalement, avec Wilt et O'Neal, alors c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais je me dis, vu leurs attributs, vu leur domination sur le terrain, c'est quelque part un peu étonnant de se dire qu'ils n'ont pas gagné plus de titres durant leur carrière, notamment pour Wilt. Alors on savait qu'il y avait l'équipe des Celtics qui était incroyable, Sportco. mais finalement un mec qui, c'est vrai que c'est un sport-co, Ah, c'est important. mais bien entendu, mais où est le moment où tu Relou te les dis bon stats, bah là, tu c'est vois. Pardon, voilà, vas-y, non mais les relou les stats, stats de Wilt. bah, complètement des saisons à 50 Attends, points, 30 25 points, rebonds. 51% lancés. Ouais. Ouais, il est Heureusement. Hein. Exactement. Will Chamberlain, ça a été une vraie réflexion pour moi. Moi, O'Neal, pour moi, il ne rentre pas encore dans la danse, parce qu'il y a un truc, je trouve qu'on ne le dit pas assez, d'ailleurs dans le débat Jordan-LeBron, ça peut marcher, c'est que faire un back-to-back, c'est ce qu'a fait Steph Curry, c'est très compliqué. Et il n'y a pas tant d'équipes qui ont fait des back-to-back. Jordan a fait 2 free-pit, et le seul mec, à part les Celtics de l'époque, le seul hot mec qui a fait un free-pit, c'est Shaquille O'Neal, et qui est 3 fois MVP des finales. Et ça, à un moment donné, dans l'histoire, ça reste des choses uniques. Donc, pour moi, O'Neal, même si tu as raison, on aurait peut-être aimé qu'il gagne plus que 4 titres, il arrive à en prendre un avec Miami, mais moi, la domination qu'il a, même si elle dure que 3 ans avec le Shaq, mais gagner 3 ans d'affilée, pour moi, c'est quelque chose. Il n'y a pas grand monde qui coche ces cases-là dans l'histoire de la Et Ligue. même si D-Wade est extraordinaire, il change quand même la face de Miami. oui. Il change la face Le de deuxième Miami MVP quand quand même, il arrive, bien sûr. Il est bien sûr. D-Wade fait des finales fantastiques. No offense à Brian Grant. Non, mais chaque change la face du bordel quand même. Bien sûr. Un flip, mais même le flip. Mais j'aime bien Moi, cet vraiment, argument, moi, parce que- vraiment, gagner 3 fois d'affilée. Souviens-toi, les Warriors, on se dit, oh mon Dieu, quand ils sont partis, ils vont gagner 3 fois d'affilée. Non, parce que c'est dur. Alors, Souviens-toi de Miami de 2010, LeBron et Curry font des choses incroyables. Ils gagnent pas 3 fois d'affilée, les Warriors. LeBron, il arrive, ils ont une équipe, on se dit, ils vont rouler sur tout le monde. Non, ils gagnent 2 fois, ils font un back-to-back, ce qui est énorme, mais tu gagnes pas. Gagner 3 fois d'affilée, je crois qu'on se rend pas assez compte, on met pas assez de lumière sur l'exploit que c'est de gagner 3 fois d'affilée. Bah là, tu viens de le faire. Voilà, C'est une très bonne raison pour pas mettre Shaq sous Steph Curry. voilà. Du coup. Ouais. En tout cas, pour moi. Ouais, non, bien sûr, mais ça, c'est un vrai argument, alors, c'est un vrai oui, argument. le problème, c'est que collectivement, par rapport à sa domination, pour moi, c'est pas assez. Gagner 2 fois. En plus. Alors oui, il y a Bill Russell, il y a peut-être la meilleure équipe de tous les temps, Ah oui, c'est ça, de le l'époque, truc. certes. Alors il y a que 12 équipes à l'époque, certes, mais alors il y a ces 100 points incroyables. Il y a des stats fantastiques. Mais c'est le seul mec qui a des records qui ne seront jamais touchés. Ils seront jamais clair. battus. De toute façon, on le Ça, voyait. c'est le seul. Alors, par contre, il n'y a pas un mec qui va mettre 101 points en NBA. Ça, par contre, tant qu'on est tous vivants, je pense pas que ça va Je arriver. dis pas ça, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais de jeu, on sait jamais. Parce que les trucs du triple-double, je suis d'accord, mais 100 points ou une saison à 50 points, 30 rebonds, je doute que ça arrive. Je doute que ça y arrive. Je doute. Le rythme Mais serait même, tu vraiment parles- accéléré si on arrive à 50 De triple-double, c'est vrai que même si les contres avaient été comptabilisés à l'époque de Russell et de Chamberlain, peut-être que eux deux auraient aussi eu des saisons en triple-double, C'est pas faux. tellement leur domination était incroyable à l'époque. Elle était simplement pas enregistrée comme nous, on a eu la chance de suivre le basket depuis. Mais à côté de ça, on est en présence du
du mec le plus dominant de tous les temps aussi. Donc c'est pour ça que t'as raison, vous avez raison de dire que Mais moi, la bascule, gagner c'est ce qui compte. La Mais bascule, c'est les titres. ouais, mais malheureusement, si t'es le meilleur joueur de tous les temps et qu'il n'y a aucun doute et qu'autour de toi il y a que des pimpouilles, il y a que des pimpouilles autour de toi. Et je dis pas qu'il y a que des pimpouilles, Je mais connais pas les chiffres, mais c'est quoi son Will Chamberlain en finale NBA? C'est 2 victoires, combien de défaites? je veux dire. Il perd, je crois, au moins 3 ou 4 fois. Hein. Il perd au moins 3 ou 4 fois. Moi, Parce que si on écoute même les gens, pas tant que apparemment, ça, c'est je pas un argument. Bon, je trouve qu'en tout cas que De quoi, le ça ne nombre peut de pas être finales Ouais, ça le peut nombre. pas être C'est l'argument un argument. ultime. Apparemment, c'est De pas quoi un argument. Le titre. D'aller en finale. Le nom d'aller en finale. Le 2. Moi, je trouve ça Je sais pas, il y en a pour certains, là, en finale, c'est une ligne qu'il faut mettre dans le palmarès. Voilà, d'y aller, mais En je tout parle, cas, je parle de, on je met parle un de la truc au gagner. plafond, hein. Tu y vas, mais je parle de la gagner. Ben oui. Ouais. C'est pas un argument, apparemment. Ça l'est pourtant. Ça l'est. Quand tu vas en finale, on te met quand même un truc au Il plafond. faut hein. gagner, oui. Je sais, Non, mais c'est quand tu gagnes ta conférence qu'on te met un truc au plafond. Bah, La nuance, c'est ce que je te dis. Oui, mais la Ça nuance dépend pour des moi, salles. elle est- À Boston et les Lakers, Ils ont plus ils de sont place pas, aussi, ils ils ont sont plus pas de les place. bannières de conférence, ils sont pas. putain, ils vont tout le temps en finale, les mecs. Ah, mais ils en sont Ils pas. vont tout le temps en finale. Mais Chamberlain, pour moi, c'est le cas le plus épineux. Et ça fait. Alors, en plus, c'est une période où, là, pour le coup, on n'a vraiment pas connu. Là, t'as vu, on avait des images Ouais. remasterisées en couleur et tout. Il y en a très peu. Hein. Il y en a Après, très, tu vois, très peu. le fait de mettre Curry devant Chamberlain, ça peut être le fait de dire ouais, là, tu vis sur l'instant parce qu'on reste sur ces dernières finales exceptionnelles et tout. Mais c'est pour ça que moi, en préparant cette émission, j'ai vraiment pris du recul. Je suis allé revoir un petit peu toute l'œuvre de Will Chamberlain et c'est vrai que tu as raison, Nico. Il a fait des choses qui ne seront jamais battues et il est dans l'histoire quoi qu'il arrive. Il n'empêche qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai eu cette sensation de me dire que l'œuvre de Steph Curry, pour moi, est passée devant celle de Chamberlain. Mais même Olajuwon, on se rend compte ce qu'il a fait entre 84 et 96. Il a été dans l'ombre de MJ pendant tous, parce que c'est le même draft. Il se joue jamais. Mais Tu sais ce qui est terrible pour Olajuwon, Il se joue ouais. c'est qu'il ne joue jamais Jordan en Et donc, finale. il est pas tapé. Et Jordan, Dans l'idée. d'ailleurs, a Ouais. toujours voulu Ouais. éviter de prendre Ouais. Olajuwon en finale. Il s'est dit, heureusement, j'espère que les autres, jamais ils vont sortir de l'Ouest. J'ai vu une stat. Le mec, il est 2 fois défenseur de l'année. Une ou 2 fois, je sais plus. 2 fois, je crois. Olajuwon Ouais. Plus, non je crois. Il est au moins, J'aurais je dit crois plus, qu'il est au moi. moins 2 fois où c'est Robin On va voir le une fois. palmarès. Bref, bon, il en a Ouais. un, c'est sûr, mais je crois qu'il en a 2. J'ai vu une stat, c'est le mec. Il y a eu 8 fois dans l'histoire. C'est les stocks qu'ils appellent. C'est le style plus bloc. Je crois que c'est 5,5 en cumulé. Ça a été fait 8 fois. 6 par lui. Tout en tournant à 30 points, 15 rebonds. Et en maltraitant avec le plus gros skills, les plus grands footwork, peut-être le mec le plus. Avec Kyrie Irving, c'est peut-être le mec qui a le plus de skills de l'histoire de la NBA. Dans une génération la plus fournie en termes de pivot. Fourni en pivot et il boxait. Parce que en 86 et deuxième année, il va en finale. Il va en finale, ouais, avec Ralph Thompson. Et il sort les Lakers avec Kareem en face. Ralph Thompson, certes, mais bon, c'est lui. Il est sophomore. Mais, tu Les vois, gens oublient, toi. il y a ces finales face aux Knicks, en 7 matchs qui sont incroyables. Il y a la deuxième finale face au Magic, finalement, Il y c'est a un sweep. la fin de conférence avant. et c'est face des à jeux- Davis Robinson. Ouais, t'as raison. Mais en Mais- fait, quand tu compares avec les autres, c'est qu'il ne va que 2 fois en finale. Enfin, 3 fois en Trois finale. fois. Mais c'est peu par rapport à tous les autres. Là, comme c'est le gratin, c'est mon chipote, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est terrible ce que je vais dire, et certainement il y en a qui vont me sauter dessus, mais par rapport aux autres, ça manque de moments iconiques. Olajuwon par rapport aux autres, hein, je dis, par rapport aux autres. En finale, pourtant, je te dis, il y a ce contre sur Starks, qui fait très très mal hein, aux fans des Knicks, mais Après oui, en finale, parce je que veux dire. pour moi, Parce les que contre finales, Robinson, ce truc-là de rivalité, tu vois, on parle beaucoup de la Quand on lui rivalité. remet- quand on lui remet le trophée de C'est ça, c'est MVP, iconique. Le match, de le match, démonter ouais. un mec qui reçoit à domicile son En trophée de plus, MVP. il dit ouais, c'était mon titre, mais j'ai regardé les stats. Genre, il est 8e ou 9e au vote, hein. Il n'est même Ouais, pas 2e. Moi, je ouais. croyais qu'il était 2e. Il était genre 8 ou 9e. Donc, c'est un peu rageux sur ce côté-là, Hakim. T'étais même pas dans le top 3 des votes. mais moi, je trouve que le fait qu'il ait jamais. Après, il y a aussi l'histoire. Et c'est vrai que le fait qu'il joue jamais Jordan en finale, ça aurait été. J'ai imaginé plein de fois ces finales. Le fait qu'Olajuwon ne joue jamais Jordan en finale, je pense que ça lui dessert. C'est pas sa faute. Ouais. C'est pas sa faute. C'est comme quand on dit à chaque mec, t'as gagné avec les Lakers, mais t'as jamais battu les Celtics. Bah, c'est pas sa faute. Si à cette époque-là, les Celtics, ils avaient une équipe de 23. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais je trouve que. Dans l'imaginaire, on a besoin de, tu vois, les Bird Magic, les Jordan Barkley, Jordan Magic, les Bad Boys et tout. Il lui manque ça à Hakim. Il lui manque une rivalité, quelque part, avec un mec, une équipe.
C'est vrai que ce qui est fou, c'était cette domination totale des deux côtés du terrain. Et tu parlais sur sa domination là, jusqu'au moment où il gagne le back-to-back, c'est d'avoir tapé tous les plus gros pivots de son époque, série après série. David Robinson, Shaq, Patrick Ewing, il aura tous marché sur dominé. et dominé, clairement, sans aucune réponse. Et même Shaq, qui a toujours reconnu que c'était le joueur contre lequel il n'avait aucune solution. Quoi. Il n'avait jamais trouvé la C'était solution. jeune Shaq, donc tu vois, ils se sont ratés de leur prime, c'est dommage. De contre en total. Entre qui, Shaq et Hakim? Non, de l'histoire de la NBA. C'est Hakim, hein. C'est Hakim, il me semble. Ah, mais de toute façon, on est en train de parler des meilleurs. Ouais. Et il y a un truc, pour revenir un peu à Steph Curry, c'est que dans ce top 10, vous avez vu, il y a beaucoup de pivots. Dans le top 12, là. Il y a beaucoup de pivots. Et il n'y a pas beaucoup de meneurs. Il y en a que 2. Et donc, Magic, qui est Magic, hein, évidemment, amener un deuxième meneur dans ce top 10, c'est un argument, je trouve. Parce que le meneur de jeu représente ce qu'est le basket. Alors, c'est un meneur de jeu très atypique, hein, on a parlé tout à l'heure, hein, qui joue beaucoup poste 2, qui est beaucoup dans le tir extérieur, moins dans la passe comme pouvait l'être Magic. Mais c'est aussi, eh bien, on a beaucoup parlé du manque de pivot à un moment donné et de l'avènement des arrières, des combos, etc. C'est un combo qui a la possibilité de rentrer dans le top 10. Et je trouve que ça veut dire quelque chose. Alors, d'après moi, il n'y est pas encore parce que je n'ai pas donné mon avis. Vous deux, vous le mettez top 10, voire plus haut, même vers Théo. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nico. Pour moi, il est encore 11e. Mais il a 33 ans. Ouais. Et l'année prochaine, je trouve qu'il fera un back-to-back. Donc, il y a ça à mettre en perspective. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Ok, il y est, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent dire... Il peut encore grimper aussi. Il peut grimper ou comme il peut être... Donc c'est pour ça, c'est un peu comme le débat LeBron-MJ, il y a beaucoup de choses. Il joue encore, donc il peut grimper comme il peut dire, imagine... si LeBron arrive à accrocher les playoffs la saison prochaine... Imagine LeBron, avec l'équipe qu'il a, il fait 3 saisons de suite sans playoff, sans play-in. C'est vrai. Mais là, tu te dis... Et par contre, s'il chope une bague et en plus il passe Karim, là tu fais, ah ouais, j'avoue. Tu sais, pour moi, le meilleur exemple, c'est Kobe 2010. Rappelez-vous qu'en 2010, il y a des comparaisons entre Kobe... S'il gagne, il fait un deuxième tripit en étant MVP une troisième fois comme Shaq et comme Jojo, on va commencer à avoir une vraie discussion avec Jojo. Finalement, derrière, il se fait sweeper, il se fait démonter, il se blesse et finalement, les 5-6 dernières années sont dramatiques. Donc, il est plus du tout dans la discussion, même pour être podium. Certains peuvent le mettre top 5, on peut en discuter, mais il est plus du tout dans la discussion. Mais en 2010, après le titre contre les Celtics, parce que c'est les Celtics, dans un match 7 extraordinaire, que c'est la plus grande star, qu'on sort des JO en plus, donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte, eh bien, on peut se poser la question. Donc, c'est pour ça que je rentre dans ton truc aussi, c'est qu'il va se passer encore des choses qui vont soit le faire avancer, c'est un truc qui sera top 5 à la fin. Hein. Tu fais un tripit là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu mets devant Magic maintenant? Ah, ben imagine qu'il y a encore une fois MVP. Mais tu vois, il peut se passer tellement de choses encore. Moi, je vous rejoins là-dessus, sur le fait qu'effectivement, son œuvre, elle est loin d'être terminée. Et avec un mec comme ça, quand on voit l'hygiène de vie qu'il a et comme il prend soin de son corps, c'est vrai que c'est un mec qui pourra jouer. Et puis quand tu mets des paniers, quand tu es shooter, tu peux jouer très tard. Ouais. Vaut mieux être shooter qu'être un athlète, un surathlète en début de carrière. Exactement. Ou à part LeBron. Mais il compte pas, lui. mais il n'empêche que moi, je le mets dans le top 10, mais je suis d'accord avec vous. Il peut finir peut-être top 5, top 3, passer peut-être Magic. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour moi, mais oui, évidemment, quand l'année prochaine, il est champion de titre, l'année prochaine, il n'y a aucune raison qu'il fasse pas une saison pour être en course pour être MVP. L'année prochaine, les Warriors seront parmi les favoris au titre. Donc, effectivement, mais pour moi, aujourd'hui, malgré tout, avec tout ce qu'il a réalisé déjà, je le mets dans le top 10. Donc, tu le mets 10e? Je le mets 10e, ouais. Tu me mets 10e. Toi, tu m'as dit que tu passais chaque, hein? Ouais, je pense que je le mets 9. Ouais, 9. Après, on chipote, mais moi, je l'aurais mis, dans les 9 premiers. Il y a un journaliste qui l'a mis 2e quand même. Ouais, mais il était bourré. Deuxième, c'est quand même osé. Il y a Skip Bayless qui a mis LeBron 9e. Ouais, il adore aussi, c'est son meilleur ami. 9e LeBron en 2022, bravo. Hein. Le panache. 9e, c'est costaud. Le panache. Non, mais gros frère. Faut pas abuser non plus. Non, merde. Bon, en tout cas, vous pouvez nous donner votre avis. Est-ce que Steph Curry est top 10 déjà en 2022? Il ne l'est pas, il l'est. Vous en parlez à fond. On lira comme toujours vos commentaires. C'est un débat passionnant qu'on voulait faire depuis quelques semaines. On a eu le temps de dormir, de réfléchir après tout ça. C'est important pour faire ces débats-là. Ouais. Parce que je sais que demain, on peut changer d'avis. Hein. Il se passe des trucs tout le temps. Et pour tous ceux qui vont commenter, mouillez-vous un peu la nuque. Pas besoin de s'énerver. D'accord? On est un petit peu dans la sensation, dans le ressenti. On a des fois des goûts différents. Donc, argument, dis-nous que oui, non. Laissez nos parents tranquilles. Merci d'avance. C'est clair. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu sur le plateau. Je représente un Playmakers, le MOOC numéro 10, qu'on va s'empresser de lire tranquillement, puisqu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. J'ai vu du Sue Bird, j'ai vu du Ben Simmons, j'ai vu du Steve Nash, du Chris Paul, beaucoup de choses passionnantes, du Luka aussi, évidemment, et du Magic. Ouais, c'est très bien le truc de Magic.
Ouais, bah Magic qui au bout du compte, j'ai le sentiment presque qu'on oublie finalement le joueur que ça a été. Et juste une stat que moi qui m'était un peu sortie de la tête, c'est que sur ses 12 premières saisons, il a raté les finales 3 fois. 9 sur 12, c'est quand même beau. C'est quand même pas mal. Ça tombe bien que tu parles de ça, puisque dans quelques jours, quelques semaines, eh bien, vous aurez le plaisir de suivre un tu préfères entre Larry Bird et Magic Johnson avec Erwan et Nico, ou l'inverse. Donc ce sera quelque chose de très sympa à suivre. Merci à tous. On vous souhaite un bon été, une bonne semaine à la plage, au travail. Bon courage à nos Zaoussiens qui bossent en tout cas. On vous embrasse. Ciao.